Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. On va parler dans cet épisode de la dématérialisation et de son impact sur l'environnement parce que même si on peut se dire que c'est une bonne chose d'économiser du papier et d'épargner les forêts, est-ce que l'alternative numérique, connue pour ne pas être neutre d'un point de vue environnemental, est une réelle solution? Plus globalement, on parlera de l'impact environnemental du numérique et des moyens de le limiter. Commençons sans plus attendre par quelques données chiffrées histoire de poser le contexte, mais ça sera pas long, je te rassure. Alors, dans un rapport datant de 2019 et intitulé L'économie et la société à l'ère du numérique, l'INSEE déclare que la consommation mondiale énergétique du numérique aurait compté pour environ 2,7%, près de 3%, de la consommation énergétique totale en 2017. Toujours selon ce rapport, et pour faire le lien avec l'épisode précédent, les émissions de gaz à effet de serre liées à cette industrie s'élevaient à 3,7% des émissions de gaz à effet de serre totales en 2017. Pour l'anecdote, la part du numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre a dépassé celle du transport aérien civil. L'année n'est pas précisée explicitement dans le rapport, mais a priori, de ce que j'en comprends, ça devait être en 2017 ou 2018. Mais bon, peu importe, je trouve ça quand même assez dingue. On entend beaucoup parler de l'impact de l'aviation, alors quand on se dit que le numérique peut émettre davantage de gaz à effet de serre, je trouve que ça amène à réfléchir pas mal à l'usage que l'on en fait. Selon le guide La face cachée du numérique de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux data centers, ces fameux serveurs qui stockent les données, 28% aux infrastructures réseau et 47%, donc près de la moitié, aux équipements des consommateurs. Le numérique, comme on peut le constater, ce n'est pas uniquement le stockage des données, mais aussi les infrastructures et surtout le matériel. Les chiffres concernant le cycle de vie d'un smartphone sont éloquents. 37 kg de matériaux sont employés pour fabriquer 100 grammes d'appareils. La fabrication d'un smartphone nécessite 70 matériaux différents, dont des métaux qui représentent près de 50% du poids de l'appareil. Et le taux de recyclage des métaux est de 18%. Si le zéro papier a l'avantage indéniable d'épargner les forêts, on peut donc s'interroger légitimement sur l'impact du numérique et notamment, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Car comme l'indique le rapport de l'INSEE très justement, la dématérialisation rompt par définition le lien entre le consommateur et la matérialité de sa consommation. En d'autres termes, on peut s'imaginer que parce qu'on ne le voit pas de nos yeux, l'impact environnemental du numérique est nul ou négligeable. Tant qu'on est dans les chiffres, voici des ordres de grandeur supplémentaires pour l'anecdote. En novembre 2019, l'ADEME indique dans son guide La face cachée du numérique qu'Internet mobilise 45 millions de serveurs dans le monde et prévoit 46 milliards d'objets connectés en 2030. Difficile de réaliser tout ce que ces chiffres peuvent bien représenter tellement ils sont énormes. Mais revenons à nos moutons dématérialisés. En 2021 est paru un rapport de La Poste concernant une étude menée par le cabinet Cantis qui aide les entreprises à mettre en place des solutions environnementales durables. Ce rapport vise à déterminer lequel des supports de communication papier ou numérique avait le plus d'impact environnemental sur la planète. Pour cela, une analyse du cycle de vie a été réalisée dans 5 scénarios différents sur les supports papier et numérique pour établir leur impact au moyen de 16 indicateurs regroupés dans les groupes suivants: écosystème, santé humaine, changement climatique, ressources et eau. Les 5 scénarios étudiés sont publicité pour une marque automobile, catalogue d'une marque de mobilier, prospectus pour une chaîne de restauration, promotion d'une enseigne de distribution et facture d'électricité. Dans 4 des 5 cas, à l'exception donc du catalogue d'une marque de mobilier, le papier a moins d'impact sur une majorité des 16 indicateurs retenus. Bien entendu, ce sont des scénarios qui sont étudiés. En particulier, les conditions d'étude sont très spécifiques et il faut se garder d'extrapoler des conclusions.
Toutefois, on note quand même qu'une tendance semble se dessiner en faveur du papier qui serait finalement moins impactant environnementalement parlant qu'un support similaire numérique. Fort de ces conclusions, que peut-on en déduire dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place ? Le rapport de la Poste propose des solutions aux entreprises selon les supports de communication envisagés. Mais bon, j'imagine que toi qui écoutes ce podcast, tu n'es pas nécessairement un chef d'entreprise, donc si on considère que les résultats de l'étude de Cantis s'appliquent globalement aux divers objets papier ayant une alternative numérique, ce qui resterait à prouver, rappelons-le, que faire ? Déjà, on revient à la règle de base, ne pas surconsommer. Produits numériques ou produits papier, la surconsommation entraîne une hausse inutile de la demande et une consommation excessive des matières premières, donc bien réfléchir avant d'acheter. Dans cette optique, le livre papier a un avantage très net sur le livre numérique, tu peux l'acheter d'occasion. Cette idée rejoint d'ailleurs le premier conseil de l'ADEME dans son guide « La face cachée du numérique » pour diminuer son impact environnemental. Gardez plus longtemps ces équipements. Passer de 2 à 4 ans d'utilisation pour un ordinateur ou une tablette permettrait de diminuer son impact environnemental par 2. Concrètement, tant que ton téléphone fonctionne, garde-le et ne le remplace pas par effet de mode et ne succombe pas aux soldes tentatrices. C'est quand même dommage de perdre quelques centaines d'euros pour remplacer un outil qui fonctionne par un autre, surtout quand ça peut aider à réduire son impact environnemental. De la même manière, comme vu dans l'épisode sur la surconsommation auquel je te renvoie à nouveau si tu ne l'as pas déjà écouté ou si tu veux le réécouter, achète un équipement dimensionné à tes besoins. Un smartphone, ça peut faire des tas de trucs, mais est-ce que tu as besoin de ces milliers de fonctionnalités ? As-tu besoin d'un ordinateur ou est-ce qu'une tablette moins énergivore te suffirait ? Pour prolonger la durée de vie de ton téléphone, l'ADEME recommande également d'installer des protections contre les virus et les malwares. Autre solution recommandée par l'ADEME, en cas de panne, renseigne-toi sur les diverses manières de réparer ton équipement via un réparateur ou une association d'aide à la réparation comme Repair Café. Tu trouveras sur le site repaircafé.org une carte avec les différentes antennes pour pouvoir trouver celle près de chez toi. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'ai encore jamais testé, mais je trouve le concept super intéressant et si tu as un retour d'expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire. Ça m'intéresse et je pense que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Autre solution proposée par l'ADEME, le matériel reconditionné qui est du matériel censé être réparé et révisé et donc en bon état de fonctionnement. Toutefois, le site economie.gouv.fr précise que le terme de reconditionné est avant tout une appellation commerciale et désigne un bien d'occasion proposé à la vente après un contrôle technique qui ne fait l'objet d'aucune réglementation. Il n'y a donc aucune assurance quant au contrôle réalisé sur le produit. Comme pour les achats de produits neufs et d'occasion, l'achat d'un produit reconditionné bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans. Je t'invite à aller sur le site economie.gouv.fr pour plus de renseignements à ce sujet. Là encore, j'ai jamais personnellement acheté de produits reconditionnés, mais si tu as une expérience sur le sujet, un retour, je t'invite à le partager en commentaire. Il existe également des labels qui peuvent te permettre de faire ton choix dans le matériel. Le label EPEAT, l'écolabel nordique, le label de l'Ange Bleu, le label TCO, qui attestent selon le label du caractère économe, recyclable, réutilisable ou réparable, ainsi que l'absence ou la limitation de substances dangereuses pour la santé. Toujours selon le label, les appareils concernés sont les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les tablettes et téléphones portables. Je ne vais pas détailler ici ce que recouvre chacun de ces labels, mais tu peux retrouver leur description sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Une fois qu'on s'est équipé raisonnablement des équipements dont on a réellement besoin, vient le temps de leur utilisation, pour limiter ton impact lors de cette phase. En cas de non-utilisation prolongée d'un appareil, ne le laisse pas en veille, celui-ci continuera à consommer même éteint, et utilise une multiprise à interrupteur que tu pourras éteindre directement une fois ton appareil coupé. Également, pour rappel, une box internet télé consomme autant qu'un frigo. Là aussi, en cas de non-utilisation prolongée, n'hésite pas à l'éteindre pour économiser de l'énergie. Limite toutes tes connexions, ce qui concrètement signifie ne laisse pas allumer ton point Wi-Fi ou Bluetooth sur ton appareil si tu n'utilises pas ta connexion. Ne laisse pas ouvert non plus trop d'onglets sur tes navigateurs internet. Enfin, ajuste correctement la luminosité de tes écrans.
Au vu de la composition des appareils électroniques, autant en métaux rares ou précieux, ou substances pouvant présenter un danger pour la santé ou l'environnement, il est impératif de les traiter convenablement pour recycler le recyclable et éliminer correctement le reste. Plusieurs solutions suivant les cas: revendeurs, bornes de collecte en supermarché, déchetterie. Renseigne-toi sur la solution adaptée à l'appareil. Tu peux jeter un œil à la partie trier et recycler du site longuevieauxobjets.gouv.fr évoqué plus tôt, par exemple, qui te propose une solution adaptée au type d'appareil qui t'intéresse. Alors bon, tout ça, c'est peut-être des choses que tu sais déjà, et encore, je suis sûr qu'il y a au moins un ou deux trucs que tu ne savais pas ou que tu ne mets pas encore en place au quotidien. Alors je t'invite à te pencher dessus et à concrétiser tout ça. Tu peux retrouver toutes ces infos sur le guide La face cachée du numérique de novembre 2019 de l'ADEME si tu veux plus de détails. Et avant de conclure cet épisode, j'aurais aimé mettre en avant un autre aspect évoqué dans ce guide et qui pour le coup me paraît méconnu, à savoir l'impact du voyage et du stockage des données. Petite sélection de points intéressants. En premier lieu, envoyer un email, tu le sais sans doute, n'est pas neutre environnementalement parlant. L'impact environnemental dépend notamment du poids des pièces jointes, qu'il convient donc de minimiser autant que possible puisqu'elles vont être stockées avec l'email dans les fameux data centers, mais aussi du nombre de destinataires. Multiplier le nombre de destinataires par 10, multiplie l'impact de l'email par 4. En second lieu, aller directement sur un site web dont tu connais l'adresse, sans passer donc par un moteur de recherche, diminue par 4 l'émission de gaz à effet de serre. C'est assez dingue et finalement une manière assez simple de limiter ton impact sur l'environnement, au moins en ce qui concerne les requêtes web. Tu peux notamment enregistrer les sites web dans tes favoris pour te rendre directement dessus. À noter au passage qu'une recherche internet est moins gourmande en énergie sur des supports de petite taille type smartphone ou tablette que sur ordinateur fixe ou portable. Enfin, dernier point, il convient de limiter l'utilisation des clouds pour 2 raisons. La première, c'est que les données sont stockées sur des serveurs, d'où un premier impact écologique, et qu'ensuite des échanges récurrents sont nécessaires entre les serveurs et tes appareils pour que tu puisses récupérer ou stocker des données, échanges qui ont également un impact. Bien, en résumé, que faut-il retenir de tout ça ? La dématérialisation, à contrario de ce qu'on pourrait penser au premier abord quand on voit le papier économisé, n'est pas nécessairement bénéfique à l'environnement, voire au contraire, lui est potentiellement plus nuisible selon les scénarios envisagés. Le monde du numérique a pris de plus en plus de place dans nos sociétés, dans le but de faciliter toujours plus la vie des individus. Mais trop de confort nuit à l'écologie pour une raison très simple. Absolument tout ce que l'on fait dans la vie nécessite de l'énergie. Se déplacer, manger, regarder des films, et oui, faire du sport, même le corps humain pour fonctionner a besoin d'énergie qu'il puise dans la nourriture, ce sont les fameuses calories. Alors, si pour des raisons de confort, ce n'est pas l'individu qui utilise son énergie pour les choses du quotidien, il faut que cette énergie vienne d'ailleurs et c'est là que le bât blesse, l'environnement en prend un coup. Si on a la flemme de marcher, on prend sa voiture, donc on épuise les énergies fossiles ou une trottinette électrique et on consomme de l'énergie électrique. Les objets connectés de plus en plus présents consomment de l'énergie en permanence. Notamment, utiliser des LED connectés diminue le bénéfice de ce type d'ampoule en termes d'économie d'énergie et donc en termes d'économie tout court. En faveur du numérique, des applications intéressantes, par exemple le contrôle du chauffage à distance qui permet ainsi de maîtriser sa consommation. Il ne s'agit donc pas de nier le numérique, mais de l'utiliser avec parcimonie et de lui redonner sa place d'outil. Bien doser sa consommation et ses besoins réels pour épargner la planète et éviter des dépenses inutiles. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas, comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner au compte Instagram, au compte Facebook, à la newsletter du site, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires un peu partout sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement, de ton porte-monnaie et on se retrouve en pleine forme. Salut!